Donc, bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui. C'est un honneur de parler pour moi après les deux présidents et directeurs généraux des institutions. Voilà, donc mon propos aujourd'hui est de parler donc de la qualité des aliments d'origine animale, donc effectivement vu à travers le cadre de l'ESCO récente, et de la place et du rôle des SICO dans la qualité de ces produits, et également quels défis ça peut poser pour la transition agroécologique. Donc, la présentation, après une courte introduction sur le contexte, j'ai partagé en 3 parties complémentaires. Une donc sur les enseignements des expertises collectives, scientifiques collectives. Une partie sur les exemples de travaux récents à titre d'illustration qu'on a pu conduire dans mon unité avec des filières sous SICO. Et puis, plus récemment, des travaux conduits sur la transition agroécologique et donc les liens entre les SICO et cette transition. Donc, de façon très générale, pour les produits animaux présentent une consommation élevée en France ou en Europe, même si on a une stagnation, voire une diminution, notamment en France, de certains produits animaux pour des raisons assez diverses et complexes, environnementales, de santé ou éthiques, que je ne développerai pas ici. On note par ailleurs, par rapport à ces produits, un engagement des acteurs, des décideurs, pour une diversification des produits et des façons de produire. Ça, c'est un point important. Donc, autant des décideurs politiques régionaux, par exemple en Bretagne, qu'au niveau national avec les récents états généraux sur l'alimentation, la loi Egalim, au niveau européen avec bien sûr la stratégie de la ferme à la table dans le cadre du Green Deal. Donc, on a une augmentation de la part et du volume des produits sous SICO. Autre question générale de contexte, c'est quand on parle de qualité des produits animaux, en fait, qu'est-ce que c'est ? Donc, on peut définir la qualité comme la définition de l'AFNOR, qui est assez générale, qui est l'ensemble des propriétés d'un produit qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés ou implicites d'un utilisateur. Et quand on parle des produits animaux, on peut se poser la question de quelles sont ces propriétés, quels sont les besoins, quels sont les utilisateurs, quels sont les facteurs de variation. Et donc, un travail a été conduit donc, récemment dans le cadre d'une expertise scientifique collective à INRAE pour travailler justement cette question. Donc, je vais essayer de vous donner quelques enseignements orientés sur les SICO de cette expertise scientifique collective. La première question a été la qualité des aliments d'origine animale, c'est quoi? Donc, on était 20 personnes, on a passé quand même un petit peu de temps à trouver une définition qui convienne à tous. Et donc, on a identifié 7 propriétés constitutives. Donc, des propriétés qui touchent, qui concernent directement soit les producteurs et les transformateurs, soit plutôt les consommateurs, soit tous. Et donc, on a identifié des propriétés commerciales, en fait, qui correspondent aux caractéristiques sur lesquelles, à partir desquelles les éleveurs vont être rémunérés. Par exemple, pour les œufs, c'est le calibre ou la couleur. Pour le lait, c'est le niveau bactériologique ou la composition. Pour les carcasses, donc des animaux, ce sont la conformation, l'état d'engraissement, le poids, etc. Les propriétés technologiques sont des propriétés, donc ça correspond en fait à l'aptitude de la transformation, à la conservation des produits. C'est vraiment important dans les filières laitières ou des filières carnées aussi, comme par exemple la filière porcine, où beaucoup de produits sont consommés sous forme transformée. Les propriétés sanitaires, là, elles vont concerner tous les acteurs de la chaîne, donc les parties prenantes, avec donc incluant les contaminations microbiologiques ou chimiques, la présence d'additifs, de produits néoformés, également donc les effets santé, soit en termes de prévention ou en termes de pathologie. Une autre propriété qu'on a qualifiée d'usage, qui concerne également tous les acteurs, correspond à la facilité de stockage, de distribution, de préparation, d'emballage, donc ça intervient également à tous les niveaux de la chaîne. Et puis des dimensions qui concernent plus le consommateur directement, propriétés organoleptiques, donc je ne vais pas décrire, vous connaissez, nutritionnelles, avec les apports en nutriments, la biodisponibilité, et puis des propriétés d'image, donc on a trouvé ce terme pour inclure tout ce qui concerne la perception du consommateur, les aspects éthiques, d'impact environnemental, les conditions d'élevage, de transformation, de provenance, et en fait c'est lié aux façons de produire. Donc on peut aussi les appeler qualité extrinsèque, et j'utiliserai également ce terme tout à l'heure dans la présentation. Donc, ceci étant posé, on a aussi remontré en fait que la qualité s'élabore tout au long de la chaîne d'élaboration, donc de la production jusqu'à la transformation, la distribution et la consommation. Et donc, la qualité se construit à toutes ces étapes, mais elle peut aussi se dégrader, donc de la ferme à la table. Et on a également identifié des antagonismes, mais également des synergies entre les différentes étapes
de la production, mais également entre les différentes propriétés de qualité. Donc, ça complexifie encore plus la chose. Cette matrice est pour vous illustrer rapidement, juste pour voir un petit peu que différents facteurs, depuis les caractéristiques de l'animal jusqu'à la préparation domestique, peuvent influencer la qualité des produits et donc peuvent influencer une ou plusieurs des dimensions de qualité. Donc, une propriété dépend de plusieurs facteurs et un facteur influence plusieurs propriétés. Pour illustrer ça, j'ai pris deux exemples. Un exemple de synergie entre les étapes d'élevage et de transformation pour concourir à l'élaboration de la qualité, donc qu'on appelle qui se fait dès l'amont en fait. Donc ces produits qui présentent cette synergie donc entre ces différentes phases présentent donc des caractéristiques différenciées, généralement valorisées par des SICO, donc on en a parlé beaucoup aujourd'hui, hein, ou des marques privées. Donc généralement ça correspond à une minorité de produits, des volumes restreints, mais leur part progresse. Alors qu'à l'inverse, la grande majorité des produits animaux sont issus de matières premières standardisées qui conduisent à des produits aux propriétés plus ou moins constantes, mais également plus accessibles financièrement. Donc pour illustrer cette synergie, on avait pris deux exemples, le jambon sec et les fromages fermiers ou les crus. Donc je vais aller un petit peu rapidement parce qu'on en a déjà parlé pas mal ce matin et je reviens de le retenir aussi, mais en fait, ce qu'on a voulu illustrer ici, c'est que les différentes propriétés finales de la qualité de ces produits dépendent. J'ai du mal avec la. Voilà. Pardon, dépendent donc de différentes caractéristiques de la matière première, donc le jambon brut, on va dire, ou alors le lait pour les produits pour les fromages. Et donc toutes ces caractéristiques vont influencer les propriétés finales, donc tout ou partie de ces propriétés. De la même façon, pour les fromages ou les crus, toutes les étapes, depuis l'alimentation des animaux, la race des animaux, jusqu'à le conditionnement des produits, en passant par la transformation, vont influencer toute ou partie des propriétés finales du produit. Donc, ces propriétés sont bien multifactorielles et elles résultent des caractéristiques de la matière première, donc les conditions d'élevage, et des conditions d'élaboration, incluant le savoir-faire des transformateurs. Donc ici, j'avais représenté donc, les caractéristiques pour monter un petit peu plus en amont, comment les caractéristiques, par exemple, de type génétique ou de type sexuel des animaux ou de l'alimentation peuvent influencer différentes caractéristiques de la matière du jambon brut, avant transformation, et in fine, influencer directement les caractéristiques donc, sensorielles du produit, par exemple la flaveur. De la même façon, on va retrouver des effets importants de différents facteurs d'élevage sur les caractéristiques donc, du lait brut cru, donc avant transformation, et donc qui vont influencer in fine la couleur et la texture, par exemple, de ces produits. Donc, ceci pour dire que la synergie entre l'ensemble des facteurs d'élevage et de transformation construit progressivement la typicité. L'importance relative des différents facteurs varie selon les propriétés de qualité, mais également selon les produits considérés. Ces interactions conduisent à une variabilité accrue des propriétés finales. Et en fait, cette variabilité, on peut la considérer comme un levier pour différencier les produits au sein d'un système de production ou d'un cahier des charges préétabli. Par exemple, il y a des AOP de jambon qui travaillent sur la nature des ressources alimentaires comme un levier pour différencier au sein de leur AOP. Ce que j'ai voulu, en dehors des synergies qu'on peut trouver, on a aussi des tensions entre différentes dimensions de qualité. Et ici, j'ai voulu les représenter par des exemples dans deux filières. En production de poissons, la substitution des aliments d'origine marine par de l'alimentation d'origine végétale impacte négativement les propriétés nutritionnelles, puisqu'en fait, on a moins d'apport d'acides gras oméga 3 dans la chair des poissons. Donc, c'est plutôt négatif pour cette dimension. Par contre, c'est plutôt favorable pour les propriétés sanitaires et d'image. Donc, il y a une tension entre ces propriétés qui peut être résolue au moins en partie en travaillant sur un apport d'un aliment d'origine marine pendant uniquement les derniers mois de l'alimentation des poissons pour restaurer la qualité des acides gras. Un autre exemple dans la filière porcine de tension entre dimensions de qualité concerne la non-castration des porcs mâles,
où en fait l'obligation depuis 2002 de pratiquer cette castration avec anesthésie et analgésie pour des raisons évidentes de bien-être. Donc la non-castration des porcs mâles, en fait, ça peut impacter la qualité organoleptique de façon négative, puisqu'on peut avoir des défauts d'odeur, qu'on appelle odeur sexuelle, basiquement dans le jargon, qui sont dus à deux molécules, androcédone et scatol. Et en fait, donc en dehors de cet aspect négatif, la non-castration a des effets favorables sur les propriétés commerciales, puisque ces animaux ont une meilleure croissance, sont plus efficaces, donc moins de rejets environnementaux. Et par ailleurs, évidemment, on améliore leur bien-être, puisqu'on n'impacte pas, enfin, on ne pratique pas de mutilation. Donc, une tension entre propriétés organoleptiques et d'image qu'il faut également travailler. Donc, on cherche justement à proposer des solutions pour dépasser ces effets contradictoires, voire contrer les effets délétères. Et par exemple, on a des travaux en cours dans notre unité où on travaille sur des stratégies génétiques ou alimentaires pour améliorer conjointement plusieurs propriétés de qualité de porcs mâles non castrés en agriculture biologique. Donc, toujours au sein du SICO, comment trouver des voies pour améliorer la qualité de ces produits. Donc, dans un projet européen et puis un Casdar Farinelli qui fait l'objet d'une thèse actuellement. Voilà, donc j'ai passé maintenant des exemples de travaux récents que j'ai conduits avec mon équipe dans les filières sous SICO, où j'ai intitulé ça, on a commencé à travailler sur les propriétés intrinsèques, et puis après, on est allé vers l'intégration de propriétés extrinsèques. Vous verrez donc des exemples. Donc le premier concerne... pardon, hop, là, excusez-moi. Voilà. Le premier est un exemple de travail avec la filière porc basque, donc, qui produit les produits donc, sous AOP Quintoa, où là, on a travaillé à objectiver les effets du type génétique, donc la race locale basque par rapport à une race conventionnelle, et du système d'élevage sur les propriétés de qualité nutritionnelle et les propriétés sensorielles. Et donc, j'ai représenté ici le profil en acide gras, où on montrait un effet fort de la race et du système d'élevage intra-race basque sur les profils en acide gras des viandes, donc avec plus d'acide gras polyinsaturé, et en particulier un effet de la saison au sein de ce système, donc un levier d'amélioration potentielle au sein de cette AOP. Où en fait, on avait une augmentation des acides gras polyinsaturés liée à une augmentation de la disponibilité d'herbe et donc du pâturage par les animaux. On a également objectivé dans ce travail... Pardon, je ne sais pas si j'ai un... Normalement, je n'ai pas paramétré rien, mais bon... Voilà. On avait également objectivé les propriétés organoleptiques du jambon en fonction de la race et du système d'élevage. Et on avait donc observé un effet fort de la race et du système au sein de la race pour les caractéristiques d'aspect du produit, donc plus rouge, plus persillé pour les jambons de porc basque en système extensif. Et également donc un effet fort de la race sur la qualité sensorielle, la texture. Un exemple qui traitait de questions beaucoup plus larges était dans le projet européen Treasure, donc, qui traitait de la diversité des races locales de porcs et des systèmes de production pour des produits traditionnels de qualité élevée et des filières porcines durables. Donc ce projet, sa genèse, c'était d'abord une connaissance bien en amont des acteurs, des filières locales, de leurs attentes. On avait également travaillé avec un réseau européen multi-acteurs pour développer ce projet. Et donc, on a identifié aussi des besoins de connaissances sur les animaux, les systèmes de production ou les consommateurs. Voilà. Donc, le concept du projet, c'était donc une approche multi-acteurs, multi-échelle du génome au territoire pour concilier les attentes citoyennes sur la qualité et l'origine des produits alimentaires, la diversité des ressources génétiques et des modes de production, la préservation de l'environnement et l'activité des territoires. Donc, on a impliqué dans le projet des partenaires des filières dès la conception et dans la réalisation de ce projet. L'INRA était impliquée par 2 unités, donc Pégase et puis Genefis à Toulouse. Et on a également travaillé avec l'IFIP, l'Institut du Porc, pour conduire une étude multidimensionnelle de la filière noire de Bigorre. Donc, c'est une filière de porc de race locale, donc qui est basée sur la race de porc gascon, donc qui produit 10 000 porcs par an. Pour donner une idée, on produit 21 millions de porcs en France actuellement. Donc, une toute petite filière, mais très dynamique. Donc, très rapidement, les animaux sont en système extensif avec accès à du pâturage et des forêts, puis un aliment conventionnel complémentaire. Et depuis les années 80, donc, cette filière est passée, on peut dire, d'une préservation de la race jusqu'à la mise en œuvre d'une filière commerciale qui est actuellement assez dynamique.
Et donc, ils avaient engagé une démarche AOP en 2002, qu'ils ont tenue en 2017. Donc, avec ces partenaires, on a identifié des questions de recherche, et donc on a essayé de les traiter dans ce projet européen. Donc, je vais juste indiquer les différents axes sur lesquels on a travaillé, sans mettre de résultats aujourd'hui, faute de temps. Voilà, donc on a d'abord travaillé sur des actions, je vais dire, de type recherche partenariale, où on a évalué l'effet des conditions agroclimatiques et des ressources alimentaires sur la croissance, la qualité organoleptique, technologique et nutritionnelle des produits. Donc, avec une étude terrain qu'on peut dire qui allait du génome jusqu'à l'animal et au produit fini, avec deux questions. Est-ce que la saison peut être un levier pour diversifier la qualité au sein de l'AOP à travers les ressources? Et quelle est la diversité génétique et phénotypique des races locales? Également, des collègues de mon unité ont travaillé sur l'évaluation des impacts environnementaux et conduit une évaluation multicritère de la durabilité du système de production. Donc, ils ont réalisé des performances ou évalué les performances économiques, environnementales par analyse de cycle de vie et du bien-être animal par des enquêtes en élevage pour objectiver les impacts environnementaux et les propriétés d'image de cette production. On a également conduit à des tests auprès de consommateurs pour évaluer leurs attentes et leur évaluation hédonique des produits. Donc, en considérant le jambon dans des Bigorre 24 mois, qui en fait, dans l'AOC, c'est 20 mois, mais 24 mois, c'est leur standard, si on peut dire comme ça, par rapport à 36 mois, donc avec une perspective d'amélioration de la qualité sensorielle. Donc, une innovation dans ce produit, comment ça peut être perçu par les consommateurs par rapport à un produit qui est très consommé en Espagne, mais également dans pas mal dans le sud de la France, qui est des jambons de porc croisés ibériques. Donc, on a conduit des tests hédoniques. Après, on a évalué l'influence de la formation apportée aux consommateurs. Et puis après, on a refait un test hédonique avec présence d'informations. Je n'ai pas le temps de vous détailler tous les résultats qui sont présentés ici. Ce que je veux surtout indiquer, c'est que l'information apportée modifie la perception hédonique des produits. Donc, ça a déjà été montré ailleurs, mais on l'a remontré ici. On a pu la quantifier, où on conclut à des interactions fortes entre les propriétés organoleptiques et l'image des produits. Et puis donc dans ce projet, on a conduit des approches participatives. Alors on a été guidés, puisqu'on n'est pas spécialiste, moi je suis en sciences biotechniques. Donc c'est des partenaires du CREDA, des sciences économiques et sociales en Espagne qui nous ont guidés pour faire ces travaux, où on a réalisé une évaluation économique des préférences sociales pour les biens publics et les services fournis par la race Gascon et son système de production. Donc, on a d'abord identifié les attributs caractérisant cette filière à partir de focus group avec les parties prenantes. Et puis après, on a évalué la valeur accordée par les citoyens du territoire ou plus lointain à ces biens publics à travers des questionnaires sur terrain et par Internet. Et puis, une dernière action consistait à évaluer ou proposer des stratégies de valorisation des produits nord de Bigorre, donc toujours avec les parties prenantes, donc qui allaient des éleveurs jusqu'aux élus de la zone AOP, où par des travaux de co-construction, on a identifié des stratégies de valorisation portant soit sur les produits, les prix, les lieux de vente ou la promotion, enfin la communication. Et on les a fait après voter pour leurs préférences, pour leur proposer finalement des stratégies convenant au mieux aux acteurs de la filière. Donc, pour conclure sur cet dernier projet, en fait, ce que je voudrais indiquer, c'est d'abord, on a pu fournir des éléments objectifs, biotechniques, économiques, sociaux, sur les animaux, les systèmes d'élevage, les produits, les consommateurs, les citoyens, les marchés, donc sur différentes dimensions de qualité. On a réalisé une large valorisation et dissémination des résultats, donc auprès de la communauté scientifique, évidemment, mais pas seulement, également auprès des parties prenantes, du grand public, voire des pouvoirs publics. Et ces éléments ont constitué une aide à la décision pour les acteurs, donc pour les aider à prendre des décisions informées, pour mieux valoriser les ressources et les territoires. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'ils l'ont reçu. Et donc, ce que je voulais dire au final, mais je pense qu'ici tout le monde en est très convaincu, c'est que les démarches psycho, c'est des combinaisons de choix biotechniques, organisationnels et de valeurs partagées. Et sans ces éléments-là, ça a déjà été beaucoup dit, je pense que ça ne fonctionne pas. Voilà. J'ai toujours du mal, je ne vais pas y arriver. Pardon, voilà. Donc maintenant, la dernière section sur les psychos et la transition agroécologique, 5 minutes, ok. Donc je vais aller un peu vite. Donc voilà, je voulais parler de ça à travers un chantier tout récent qu'on a conduit à INRAE au sein des groupes filières.
Donc sur agroécologie et marché, donc c'était une demande de la direction scientifique agriculture d'évaluer, de faire un bilan de situation sur l'appropriation et la mise en œuvre des principes agroécologiques dans les filières animales et végétales. Donc quelle est la place de l'agroécologie? Est-ce qu'elle est, quelle place elle peut avoir entre une production conventionnelle et des productions sous label? Et est-ce que c'est un cadre de différenciation? Quels sont les leviers pour favoriser son développement? Donc, on a d'abord essayé de définir l'agroécologie, ça a été assez compliqué aussi. Et puis, on a essayé d'évaluer quelle est la vision de la science des pouvoirs publics par rapport à l'agroécologie. Donc, à travers des entretiens avec des ministères et puis les services de l'État, dont l'INAO. Et ensuite, on a travaillé sur des études de cas transversaux spécifiques aux filières, par des analyses de cahiers des charges et d'entretien avec les acteurs. Donc, c'était soit des SICO, soit d'autres productions, on va dire conventionnelles, ou sous d'autres mentions valorisantes. Donc, rapidement, donc, quelques enseignements. En premier, je voudrais dire qu'il y a une synthèse de ce travail qui a été réalisée par Yvonne Magrini et collaborateurs et qui a été fait l'objet d'un séminaire en avril dernier. Et donc, les éléments sont disponibles sous ce lien. Donc, je vais... Juste pour... je dois aller rapidement maintenant, juste pour dire qu'on a, dans le cadre de ce travail, on a considéré l'agroécologie à travers les éléments de la FAO, donc qui inclut des éléments assez biotechniques, on va dire, d'efficience ou de diversité, même s'ils sont difficiles à évaluer, et puis des dimensions beaucoup plus larges et humaines, de co-création, de partage de connaissances ou de gouvernance responsable. Un élément important aussi, c'est que l'agroécologie est inscrite dans la législation française, dans la loi de modernisation agricole de 2014. Alors, on a conduit des entretiens avec l'INAO. Je vais aller un petit peu rapidement là-dessus parce que vous savez sûrement tout ça. Le point important, c'est que le ministère a demandé d'introduire des dispositions ou des incitations dans les cahiers des charges pour minimiser les impacts environnementaux des produits sous SICO hors AB, puisque par définition, normalement, ces impacts sont réduits. Et puis pour améliorer le bien-être animal dans les filières animales. Autre point important, c'est que aucun cahier des charges n'inclut le terme agroécologie, mais peut inclure des dispositions agroécologiques. Et donc, dans ce travail, on a travaillé avec, à nouveau, la filière du Bigorre pour comprendre comment ils avaient pu émerger, structurer leur démarche et la développer. Et après, comment l'agroécologie vient les aider ou comment ça peut être un socle pour continuer à améliorer leurs pratiques. Donc, à partir d'entretiens avec les acteurs d'amont et de l'aval, on a identifié des éléments importants dans l'émergence. Rapidement, la démarche était portée par l'amont, avec le maintien d'une race au départ, sauvegarde d'une race, un rôle de la R&D à cette époque, et un point très fort, c'est la dimension collective et la co-construction, et le partage de la valeur à travers la mise en place d'une SICA. Pour la structuration, donc ils ont, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont mis en œuvre une démarche AOP qui a duré une quinzaine d'années, et donc démontrer les interactions entre pratiques d'élevage et de transformation pour obtenir la typicité des produits, et toujours des valeurs partagées de l'amont à l'aval sur l'histoire, la culture et le terroir. Et pour le déploiement de leur démarche, ce qui est important, c'est l'entreprise d'aval locale et les organismes qui vendent directement leurs produits, donc pour pouvoir garantir des prix aux producteurs. Et très fort, un appui en R&D, en sciences biotechniques, en sciences sociales. Et ça, c'est un point important qui a été dit, et ces opérateurs continuent à faire appel à des scientifiques, INRAE ou pas, en sciences biotechniques et sociales pour continuer à progresser dans leur démarche. Et quand on les questionne sur l'agroécologie, spontanément, ils citent les parcours extérieurs, le pâturage, les ressources alimentaires comme des éléments agroécologiques, et un souhait de s'y engager plus avec d'une demande de R&D pour justement identifier les leviers, les moyens d'action pour y aller. Et quand on leur présente la grille FAO, ils sont étonnés. Après, ils disent on coche tout. Je pense avec des arguments pour le justifier. Et les éléments les plus forts qu'ils ont identifiés, c'est la co-création et le partage de connaissances, les valeurs humaines et sociales et les cultures et traditions alimentaires. Donc à nouveau, les éléments humains très forts, même plus forts peut-être que les éléments biotechniques qui sont forcément nécessaires. Voilà, donc pour conclure en deux grands éléments, sur la qualité des aliments d'origine animale, donc j'ai essayé de vous montrer que ce sont cette qualité inclut des multiples propriétés,
intrinsèques liées au produit, mais extrinsèques liées aux façons de produire. Et ces qualités extrinsèques sont de plus en plus importantes. Elle résulte de multiples facteurs qui peuvent, et donc elle peut être construite ou dégradée tout au long de la chaîne, de la ferme à la table. Et on identifie des synergies, mais aussi des tensions entre propriétés et selon les priorités des acteurs également. Et concernant les SICO et la transition agroécologique, on peut indiquer une intégration des propriétés extrinsèques et donc un souhait des parties prenantes comme des institutions pour justement intégrer ces propriétés aux dimensions de qualité classique, on va dire, de ces produits. Et l'agroécologie peut constituer un socle avec surtout des éléments d'ordre organisationnel ou des valeurs partagées qui peuvent être moteurs pour favoriser des pratiques agroécologiques d'ordre biotechnique au niveau de la production et de la transformation. Donc, je vous l'ai montré dans le cas de la filière de Bigorre, mais d'autres travaux dans le chantier agroécologie et marché sur d'autres SICO en produits animaux arrivés aux mêmes conclusions. Voilà, merci pour votre attention.